Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de Le pouvoir au féminin d'Élisabeth Badinter. J'ai déjà mentionné à quel point le roman Marie-Antoinette m'avait marqué. C'est un roman fascinant, haletant. Cet excellent roman de Stéphane Zweig a piqué ma curiosité par rapport au personnage de la mère de Marie-Antoinette, Marie-Thérèse d'Autriche. Quand j'ai vu Le pouvoir au féminin, Marie-Thérèse d'Autriche, 1717-1780, l'impératrice reine, en librairie, il a dépassé tout le reste sur ma pile à lire. Élisabeth Badinter est née en 1944. Son père, Marcel Blaustein, était un fils d'immigrants russes. Il était publiciste et il a fondé la firme Publicis, qui est aujourd'hui la troisième plus importante firme en publicité au monde. Élisabeth Blaustein-Blanchet a fait des études de philosophie à la Sorbonne, où elle s'est spécialisée dans le siècle des Lumières, et depuis, elle est auteure de biographies historiques. Elle a écrit sur Malherbe, sur Condorcet, sur Diderot et Madame d'Épinay, sur Émilie du Châtelet, dont j'ai parlé dans ma capsule sur Saint-Lambert. En 1966, elle a épousé Robert Badinter. Aujourd'hui, on la connaît en France pour ses multiples interventions dans les médias, notamment sur des sujets féministes. Elle est aussi présidente du conseil de surveillance de Publicis. Et elle et sa famille sont encore les principaux actionnaires de cette firme-là. Donc, elle est considérée parmi les 50 plus grandes fortunes de France. Dans son premier ouvrage en 1980, L'amour en plus, Élisabeth Badinter défend la thèse que la maternité n'est pas qu'un sentiment naturel, mais qu'il est aussi une construction sociale. L'ouvrage peut-être le plus connu, celui du moins dont moi je connaissais le nom, sans l'avoir lu, s'intitule XY de l'identité masculine, a été publié en 1992 et elle réfléchit aux constructions sociales derrière la féminité et la masculinité. Cet ouvrage est un ouvrage historique consacré donc à Marie-Thérèse d'Autriche. Marie-Thérèse d'Autriche vient de la famille des Habsbourg, qui est à la tête de l'Empire d'Autriche-Hongrie depuis plusieurs siècles déjà, au moment où elle naît en 1717. Il faut savoir que l'Autriche-Hongrie contrôle l'Espagne, les Pays-Bas, certains grands-duchés en Italie et ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Le grand-père de Marie-Thérèse, Léopold, a eu 2 fils. Son fils aîné, Joseph, n'avait que 2 filles. Et Joseph est mort quelques années après avoir accédé au trône. C'est à ce moment-là que Charles, le fils cadet, est devenu empereur et lui aussi n'avait que 2 filles. Il a fait passer la pragmatique sanction, c'est-à-dire un édit qui stipulait que s'il mourait sans avoir d'héritier masculin, l'entière disposition de la famille des Habsbourg irait à sa fille aînée, Marie-Thérèse. Charles est encore vivant quand Marie-Thérèse, à l'âge de 19 ans, épouse le grand amour de sa vie, François de Lorraine. François de Lorraine a fait une grande partie de son éducation en Autriche avec le père de Marie-Thérèse, Charles. Il n'a pas joui d'une très bonne réputation. À chaque fois qu'il a essayé de se faire un nom dans les armes, par exemple, ses campagnes militaires n'allaient pas très bien. Il passait pour paresseux, il n'était pas très bon dans les affaires d'État, sauf peut-être les finances, et très longtemps, il a mené une vie dissolue. En 1740, Marie-Thérèse a 23 ans, son père décède, et elle devient roi de Hongrie. On précise roi et Élisabeth Badinter nous l'explique, c'est parce que la reine à cette époque-là désignait la femme du roi et elle a dû faire une cérémonie de roi, donc elle était roi de Hongrie. À l'époque où Marie-Thérèse prend le pouvoir, Frédéric II de Prusse décide d'envahir la Silésie, la province la plus riche de tous les Habsbourg, aujourd'hui en République tchèque. C'est cette prise de la Silésie qui aura déclenché ce qu'on appellera la guerre de succession d'Autriche, qui oppose d'un côté la Prusse et la France, et de l'autre côté l'Angleterre et l'Autriche-Hongrie. Marie-Thérèse souhaite reprendre la Silésie, ce qu'elle n'arrivera pas à faire. Tout ce qu'elle arrive à faire, suite à un émouvant discours devant les ducs hongrois, c'est à garder le reste de son royaume tout ensemble et à sauver la face. Toutefois, le conflit entre Marie-Thérèse et Frédéric II de Prusse survivra pendant toute la vie de Marie-Thérèse et cette volonté de récupérer la Silésie aussi. Ceci n'est pas un roman. Un roman voudrait nous faire vivre des émotions, nous faire suivre le personnage et palpiter avec lui. C'est véritablement un ouvrage historique, donc qui fait des liens avec le contexte social, le contexte politique, le rapport avec les autres cours d'Europe. Elle fait remarquer qu'au 18e siècle, au moins 4 femmes ont été des monarques absolus de grands empires. Il y a eu Élisabeth Ier en Angleterre, la Reine Vierge. Il y a eu, entre autres, aussi Catherine II de Russie, qui a aussi régné très longtemps, qui n'a eu qu'un seul fils, qu'elle a plus ou moins bien traité. Même ces 2 régentes-là ont parlé d'elle comme mère de leur peuple.
Donc, elles ont associé la métaphore de la maternité à celle du pouvoir. Mais Marie-Thérèse d'Autriche, avec les 16 enfants qu'elle a eus, dont une dizaine qui ont vécu jusqu'à l'âge adulte, est véritablement la seule qui a régné, et ce pendant 40 ans, et a été mère. Donc, conciliation, travail, famille. Et c'est pour ça qu'Élisabeth Badinter affirme « Cette femme, incomparable en son temps, qui inaugure une nouvelle image de la souveraineté et de la maternité, ressemble, sous certains aspects, aux femmes du 21e siècle. » Marie-Thérèse est par exemple la première à faire des portraits de toute la famille royale et non seulement du souverain, ce qu'on voyait auparavant. Tout au long de l'œuvre, Badinter fait ressortir les enjeux qui sont particuliers au règne de Marie-Thérèse du fait qu'elle était femme. Elle cherche aussi à faire ressortir les grandes tensions de la vie de Marie-Thérèse et aussi ses contradictions. On en a tous, et c'est aussi le rôle de l'historienne d'aller jouer dans ces points nodaux-là que sont les contradictions. Une des grandes tensions qui a traversé la vie de Marie-Thérèse, c'est la tension entre la sphère privée et la sphère publique. C'était une monarque absolue. Cependant, son mari n'avait pas véritablement de fonction. Il y a des fois où François participait aux discussions, disait des choses, et Marie-Thérèse, en arrière, dans les lettres, disait « Oui, non, ne faites pas ce qu'il a dit. J'ai dit oui en public pour pas blesser son orgueil, mais faites plutôt ce que je dis. » Donc ça, c'est vraiment fascinant. Elle fera beaucoup de démarches pendant une grande partie de sa vie pour faire élire François empereur du Saint-Empire romain germanique, ce qu'elle réussira à faire. Cette tension-là entre le privé et le public se manifeste aussi dans la maternité. Pendant une 15-20 d'années, elle sera presque toujours enceinte. Ses enfants auront certes des nourrices et des gouvernantes, mais contrairement à plusieurs nobles de cette époque ou monarques de cette époque, elle passera régulièrement du temps avec eux et ce sera vraiment une mère présente dans l'éducation de ses enfants. Enfin, après la mort de François, elle partage le pouvoir avec son fils Joseph. Et là, encore une fois, la tension entre la reine et la mère prend une grande part dans sa vie. Joseph admire Frédéric II de Prusse, le grand ennemi de Marie-Thérèse. Il y a souvent des conflits qui vont arriver sur le plan politique, mais en même temps, elle cherche incroyablement à garder l'amour de son fils, et ça, on le voit dans les correspondances. Alors, c'est une femme complètement déchirée qu'on a entre sa volonté de pouvoir, elle a dû se battre toute sa vie pour, en tant que femme, garder ce pouvoir-là, et la maman qui veut quand même être aimée de son fils. En tout cas, Élisabeth Badinter fait bien ressortir cette tension fascinante. À la fin de sa vie, Marie-Thérèse ne voit plus que des vieilles femmes, des médecins et des curés, donc elle n'est plus très au fait de la vie viennoise. Elle devient aussi dévote et très austère. Elle fait poursuivre tous les adultères dans Vienne. Élisabeth Badinter fait pas un portrait tout rose de cette régente-là, et c'est ce qui est aussi très intéressant dans l'œuvre. C'est un portrait nuancé qui est vraiment celui d'une position d'historienne. Le but, c'est pas de nous émouvoir, mais de nous faire réfléchir. C'est bien écrit, c'est beau. Moi, ce que j'ai le plus apprécié, c'est les nombreuses citations de lettres. C'est toutes les sources qu'Élisabeth Badinter emploie et qu'elle met sous nos yeux. Il y a certes des lettres de Marie-Thérèse elle-même, en passant presque toute la correspondance de Marie-Thérèse est en français, mais aussi toutes les correspondances des ambassadeurs. Il faut savoir que les ambassadeurs écrivaient parfois presque quotidiennement à leur ministre ou à leur roi. Parfois, ils racontent des ragots, des choses tout à fait biaisées en fonction de leurs propres opinions, de leurs propres sentiments. Donc, il faut aussi se méfier de ce qu'ils ont dit. Mais d'autre part, ils font parfois des portraits psychologiques très exacts, très précis, ont une lecture fine des événements qui sont en train de se passer. Ça nous permet de voir directement dans ce qui se passait 250 ans en arrière. J'aime beaucoup ce petit passage. Là est présentée l'opposition entre Frédéric II de Prusse et Marie-Thérèse d'Autriche. On l'aura compris, les deux adversaires n'ont pas les mêmes règles du jeu. Il incarne la figure du réalisme politique où la morale n'a guère de place. Elle se targue d'appliquer les lois de la morale individuelle aux relations entre États. Antigone perd toujours la partie face à Créon. Je dois avouer que j'ai été étonné de la presque absence de Marie-Antoinette là-dedans, surtout que le 4e de couverture commence en disant « Les Français connaissent mal celle qui fut la mère de Marie-Antoinette ». Mais pourquoi j'ai été étonné de cette absence-là? J'ai été étonné et surpris parce que c'est ce que moi j'avais envie d'avoir. Ça dépend donc de mes attentes et non d'Élisabeth Badinter. Donc ça se fait que je termine ceci avec beaucoup d'enthousiasme. Je l'ai lu en une seule semaine. J'adore découvrir des femmes importantes de l'histoire. Je suis d'accord qu'il y a là des réflexions intéressantes pour les femmes mères au 21e siècle. Ça a juste poussé plus loin mon envie de lire la correspondance entre Marie-Antoinette et Marie-Thérèse. J'espère que je vais être capable de mettre la main là-dessus un jour. Alors voilà, c'était mes impressions de lecture de Le pouvoir au féminin d'Élisabeth Badinter. Aimez, commentez, partagez et bonne lecture.